Elle était venue pour être simple servante, mais elle a conquis le cœur du montagnard veuf. Une jeune femme vendue par sa propre famille, un montagnard prisonnier de son chagrin et d'un amour interdit qui défierait toute la société frontalière. Bonjour mon cher ami, je suis Jasper Ashwood, votre narrateur de Mountain Tales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que vous apprécierez cette histoire. Lorsque Catherine franchit les portes du ranch Pine Ridge ce matin-là en 1897, elle n'imaginait pas que sa vie allait changer à jamais. Ses bottes usées touchèrent les planches de bois rugueuses de la maison principale, et son regard croisa celui de l'homme le plus puissant du territoire. Lemuel Donovan, l'homme des montagnes redoutées de Pine Ridge, l'observait depuis le porche supérieur avec une expression indéchiffrable. À ce moment-là, quelque chose d'impossible commença à naître entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Voici l'histoire d'une simple servante qui brisa les chaînes des préjugés et conquit le cœur d'un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer. Une histoire de courage, de passion et de rédemption qui traversa les cabanes en rondins et les comptoirs commerciaux de la frontière américaine. Le soleil n'était pas encore levé lorsque le chariot s'arrêta devant les portes en bois du ranch Pine Ridge. Catherine serrait fermement le petit paquet qui contenait tout ce qu'elle possédait. 2 robes rapiécées, la croix en bois de sa grand-mère et un ruban décoloré. Ses mains tremblaient de peur, de honte et d'une douleur si profonde qu'elle semblait enracinée dans son âme. 4 jours auparavant, son père avait signé des papiers la condamnant à 6 ans de servitude. Le prix était de 300 $, suffisamment pour payer les dettes du magasin familial et éviter la prison. Catherine avait 19 ans et n'avait jamais quitté sa petite ville minière. Elle se trouvait maintenant face à la plus grande maison de ranch qu'elle ait jamais vue. Une femme robuste d'âge moyen apparut, vêtue d'une robe noire austère. « Est-ce la nouvelle servante ?» demanda-t-elle d'un ton sévère. « Oui, madame, » répondit le contremaître. « Une bouche de plus à nourrir. Entre, ma fille. Je suis madame Henderson, la gouvernante. Ici, tu obéis à mes ordres sans discuter. » Catherine suivit madame Henderson à travers de larges couloirs en marbre. « Tu te lèves à 5 heures. Tes tâches comprennent le ménage, la lessive, l'aide à la cuisine et le service des repas. Ne parle pas à M. Donovan à moins qu'il ne t'adresse la parole en premier. Ne le regarde pas directement. » Elles descendirent dans les quartiers des domestiques. Le contraste était brutal. Des murs simples, des sols en terre battue, de l'humidité partout. « Voici ta chambre, » dit Madame Henderson. La pièce était minuscule, avec seulement un lit étroit et une petite fenêtre. La cuisine était chaotique. 3 servantes préparaient le petit déjeuner sous les cris de Madame Henderson. Catherine fut chargée de laver les casseroles, ses mains devenant rouges à cause de l'eau froide. « Monsieur Donovan prend son petit déjeuner à 7 heures pile, » expliqua Martha, une femme âgée et mince. « Si la table n'est pas parfaite, Madame Henderson nous empêche de manger. » Catherine était tellement concentrée qu'elle ne remarqua pas le silence soudain. Madame Henderson, une voix masculine grave résonna à travers la porte. « Préparez mes sacoches. Je pars à cheval pour Denver demain. » Catherine leva instinctivement les yeux et le vit. Lemuel Donovan se tenait à l'entrée, grand et imposant, âgé d'environ 42 ans, avec des cheveux foncés grisonnants aux tempes, une barbe bien taillée et des yeux bruns si profonds qu'ils semblaient presque noirs. Son visage exprimait la sévérité, mais aussi une tristesse ancienne. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. « Baisse les yeux, servante, » siffla Madame Henderson. Catherine obéit immédiatement, le visage en feu. « Une nouvelle fille ?» demanda M. Donovan. « Comment vous appelez-vous » La question surprit tout le monde. « Catherine, monsieur. »« Catherine Jane Miller. Regardez-moi quand vous parlez. » Son ton était différent. Ce n'était pas de la colère, mais de la curiosité. Elle leva lentement les yeux et croisa à nouveau ce regard intense. « Quel âge avez-vous »« 19 ans, monsieur. »« D'où venez-vous »« De Copper Creek, monsieur. Une ville minière à 3 jours d'ici. Comment es-tu arrivé ici » La réponse était trop douloureuse. « Ma famille avait besoin d'argent, monsieur. Je suis venu travailler pour payer une dette. J'espère que tu travailleras avec dévouement, » dit-il enfin. « Cette maison a des règles strictes, mais ceux qui travaillent bien sont traités équitablement. » Lorsque le mule partit, les chuchotements explosèrent. « Tu as eu de la chance, » dit Martha à voix basse.
M. Donovan parle rarement aux servantes et ne demande jamais leur nom. Les premiers jours au Ranch Penridge furent sans aucun doute les plus difficiles et les plus éprouvants de toute la jeune vie de Catherine. Elle se réveillait chaque matin avant même que le soleil ne commence à pointer au-dessus des sommets imposants, alors que le froid glacial du Colorado lui faisait encore souffrir les os d'un froid pénétrant qui semblait atteindre son âme même. Elle travaillait sans relâche jusqu'à ce que l'obscurité ait complètement enveloppé les vastes vallées en contrebas, ses journées s'étirant à l'infini d'une tâche éreintante à l'autre. Ses mains, qui autrefois cousaient avec délicatesse de simples robes pour les femmes de sa petite ville minière, portaient désormais des seaux d'eau incroyablement lourds qui lui faisaient hurler les épaules, récurent d'immenses sols qui semblaient s'étendre à l'infini dans toutes les directions et lavaient des piles interminables de draps qui ne semblaient jamais diminuer, malgré tous ses efforts. La transition entre sa vie antérieure et cette dure réalité était brutale et impitoyable. Madame Henderson se montrait absolument implacable dans ses critiques et ses exigences. Rien de ce que Catherine accomplissait, aussi parfaitement exécuté ou minutieusement réalisé soit-il, n'était jamais jugé assez bon pour satisfaire les normes exigeantes et apparemment impossibles de la gouvernante. Si un seul coussin était légèrement de travers, Catherine était obligée de refaire toute la chambre de fond en comble. Si la moindre tache ne disparaissait pas complètement des draps, elle était privée de dîner et envoyée se coucher le ventre vide. Si elle arrivait ne serait-ce qu'une minute en retard pour l'une de ses innombrables tâches, elle perdait son précieux temps de repos de l'après-midi, le seul bref répit dans son emploi du temps quotidien exténuant. Les autres femmes de chambre travaillant dans la maison étaient clairement divisées entre celles qui lui témoignaient une pitié prudente et celles qui restaient froides et indifférentes face à ces difficultés évidentes. Martha, la plus âgée et la plus expérimentée des servantes, lui donnait parfois des conseils à voix basse pour éviter de déclencher la colère notoire de Madame Henderson. Mais même ces marques de gentillesse devaient être données en secret, par crainte de représailles. Rebecca, une jeune femme de 26 ans qui travaillait déjà au ranch depuis 8 longues années, ignorait complètement et systématiquement Catherine, la traitant comme si elle était totalement invisible, comme si le fait de reconnaître son existence pouvait d'une manière ou d'une autre la contaminer par association. Et Grace, une femme amère et rancunière de 52 ans, qui semblait avoir perdu toute joie de vivre après des années de servitude, semblait prendre un réel plaisir à observer les difficultés et les revers quotidiens de Catherine. « Tu ne tiendras pas une seule année ici », prédit Grace avec une satisfaction évidente un après-midi particulièrement difficile, alors que Catherine luttait héroïquement pour porter un lourd seau d'eau bouillante dans l'étroit escalier de service. Toutes les jeunes filles qui viennent ici en pensant qu'elles auront une vie facile finissent par s'enfuir au milieu de la nuit ou par être renvoyées en disgrâce par Madame Henderson. Cette maison a un poids, une obscurité qui brise systématiquement les personnes faibles et non préparées. Catherine choisit de ne pas répondre à la prédiction cruelle de Grace, ayant déjà appris par expérience douloureuse que le silence était généralement sa meilleure et plus sûre défense dans cet environnement hostile. Mais au fond d'elle-même, une détermination obstinée grandissait de jour en jour. Elle refusait catégoriquement de s'enfuir, non pas parce qu'elle avait développé un quelconque attachement pour cet endroit hostile ou parce qu'elle trouvait la situation supportable, mais simplement parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Sa propre famille lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne serait la bienvenue chez elle que lorsque la dette écrasante qui avait conduit à sa vente serait entièrement remboursée. Et selon les termes inflexibles de son contrat, cela lui prendrait 6 longues années de sa vie. Le moule revint de Denver après 5 jours. Catherine nettoyait les fenêtres lorsqu'elle entendit des chevaux. Madame Henderson cria des ordres pour que tout soit parfait. « Toi, dit-elle en désignant Catherine, va chercher de l'eau fraîche et prépare le bassin dans le bureau de M. Donovan. » Le bureau était interdit aux servantes ordinaires, mais Madame Henderson était occupée. La pièce était impressionnante. Des étagères allant du sol au plafond, un immense bureau, des fauteuils vert foncé. Mais ce qui attira son attention, ce fut le portrait au-dessus de la cheminée. Une belle femme aux cheveux noirs, vêtue d'une robe de soie bleue, au sourire doux. « Ma femme », la voix de Lemuel depuis la porte fit tomber le cadre vide des mains de Catherine. « Pardonnez-moi, monsieur. » Mary, dit-il en se dirigeant vers la fenêtre. « Mary Catherine Walsh est décédée il y a 7 ans,
4 mois et 21 jours. C'était un après-midi comme celui-ci, poursuivit-il. Elle raccommodait une chemise pour l'enfant que nous attendions, en riant de quelque chose que j'avais dit, puis elle posa sa main sur son ventre et son sourire se transforma en douleur. J'ai appelé le médecin, mais cela n'a pas aidé. L'enfant est mort-né et Mary m'a quitté 4 heures plus tard. Le silence était si pesant. Catherine pouvait à peine respirer. Pourquoi me racontez-vous cela, monsieur? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Peut-être parce que vous n'avez pas le regard compatissant que tout le monde a. Quand vous m'avez regardé ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui comprend la perte. J'ai perdu ma mère quand j'avais 13 ans. Une fièvre qui a décimé la moitié de la ville minière. J'ai perdu ma liberté quand mon père m'a vendu pour payer ses dettes. Alors oui, monsieur, je comprends la perte. Son honnêteté sembla le toucher. Vous pouvez y aller, Catherine, et merci de m'avoir écouté. Au cours des semaines suivantes, Catherine remarqua que Lemuel l'observait. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait une connexion silencieuse qui l'effrayait autant qu'elle l'intriguait. Madame Henderson le remarqua et n'apprécia pas. « Tu prends de grands airs », l'accusa-t-elle en tirant brutalement Catherine par le bras. « Tu penses que parce que tu es jeune, tu peux attirer l'attention du maître? Tu n'es rien. Si je soupçonne que tu essaies de séduire M. Donovan, je ferai de ta vie ici un enfer. » Mais Lemuel commença à la rechercher dans de petits moments volés. Un matin, il apparut dans la bibliothèque alors qu'elle dépoussiérait les étagères et lui donna un simple recueil de poésie. Un autre après-midi, il la trouva dans le jardin arrière où elle avait planté des graines de fleurs sauvages. « Ma femme aimait les fleurs, dit-il doucement. Elle disait qu'elles étaient des symboles d'espoir, quelque chose de beau qui pousse même quand tout autour semble mort. » Catherine sentit ces mots résonner dans son cœur. Elle commençait à trouver de l'espoir dans ces moments volés avec cet homme triste. Tout changea un samedi soir. Catherine était à l'arrière de la maison en train de faire la vaisselle quand elle entendit une mélodie provenant du salon principal. Quelqu'un jouait du piano et la musique était si triste, si pleine de douleur contenue qu'elle s'arrêta pour écouter. Sans penser aux conséquences, elle s'essuya les mains sur son tablier et traversa silencieusement le couloir jusqu'à l'entrée du salon. Lemuel était assis au piano droit, ses doigts se déplaçant sur les touches avec une délicatesse surprenante pour des mains aussi grandes. Ses yeux étaient fermés et des larmes coulaient sur son visage sans qu'il semble s'en apercevoir. Catherine savait qu'elle devait retourner à la cuisine. Elle devait faire comme si elle n'avait pas vu ce moment de vulnérabilité. Mais au lieu de cela, elle ouvrit la bouche et se mit à chanter. La chanson était ancienne, une mélodie que sa mère fredonnait souvent en cousant. Les paroles parlaient de perte et de nostalgie, mais aussi d'espoir et de nouveaux départs. Sa voix, bien que simple et sans formation, était empreinte d'une émotion authentique qui emplit le salon. Lemuel cessa brusquement de jouer et se tourna vers elle. Ses yeux étaient écarquillés de surprise, et pendant un terrible instant, Catherine crut qu'il allait exploser de colère devant son audace. Mais il fit alors quelque chose d'inattendu. Il se remit à jouer, ajustant la mélodie pour accompagner sa voix. Et ensemble, un montagnard veuf et une servante vendue créèrent une musique qui résonna à travers les murs de cette maison, emportant avec elle toute la douleur et tout l'espoir que chacun gardait dans son cœur. Lorsque la dernière note s'éteignit, le silence était empreint d'une compréhension mutuelle. « Vous avez une très belle voix, » dit finalement Lemuel. « Ne vous excusez pas, dit-il. Ce soir, vous avez transformé la douleur en quelque chose de différent. » Madame Henderson avait tout entendu. Le lendemain matin, Catherine la trouva qui l'attendait avec un air triomphant. « Vos affaires sont faites, » annonça-t-elle. « Tu pars aujourd'hui. »« Pourquoi? Tu as oublié ta place. Tu chantes dans le salon comme une dame de la haute société. »« Madame Henderson. » La voix de Lemuel fendit l'air comme un coup de fouet. « Puis-je savoir ce qui se passe ici? » Je renvoyais cette domestique. Elle s'est comportée de manière inappropriée. De quelle manière? Elle a été irrespectueuse et paresseuse. C'est un mensonge. Catherine ne put se retenir. Je travaille de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Catherine restera. Elle ne sera pas renvoyée. La déclaration de Lemuel fit l'effet d'une bombe. Madame Henderson pâlit, puis rougit de rage. Et j'en juge autrement, interrompit fermement Lemuel. Catherine travaille bien. Elle ne sera pas punie pour avoir une voix et l'utiliser. Les jours suivants furent marqués par une tension constante.
Madame Henderson lui assignait les tâches les plus pénibles, mais Catherine faisait tout sans se plaindre. Les autres servantes commencèrent à la traiter différemment. Grace lui lançait des regards remplis de haine. Seule Martha restait neutre. Ils disent que tu as séduit M. Donovan, murmura Martha. Madame Henderson répand la rumeur que tu es une aventurière qui veut épouser un homme riche. Catherine sentit son estomac se nouer. Ce n'est pas vrai. 4 semaines plus tard, Pine Ridge entra dans une frénésie de préparatifs. Le Meule avait annoncé qu'il recevrait l'élite du territoire pour une réunion. Cela signifiait qu'il sortait enfin de son deuil. Il va peut-être même envisager de se remarier, commenta Martha. Ces mots frappèrent Catherine comme un coup de poing. Le soir de la réunion, Catherine observa depuis l'ombre l'arrivée des voitures. Des femmes en robe de soie en descendirent, accompagnées d'hommes en costume. Catherine circulait avec un plateau de whisky. C'est alors qu'elle entendit la conversation qui allait tout changer. 2 femmes se trouvaient près de la colonne où Catherine attendait. Madame Victoria et sa fille Elizabeth. Monsieur Donovan a enfin décidé de revenir dans la société. Maman, penses-tu qu'il envisage de se remarier? Certainement. Toi, ma chérie, tu serais le choix idéal. Mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles une servante ici aurait attiré son attention de manière inappropriée. C'est absurde. Mais même si c'était vrai, ce ne serait qu'une distraction temporaire. Ce qui importe, c'est de s'assurer que l'épouse soit issue d'une classe sociale appropriée. Ces mots étaient comme du poison. La voix de Catherine Lemeule retentit derrière elle. Il avait également entendu une partie de la conversation. Mais Lemeule la suivit dans le couloir vide. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils comprennent ce que je refuse de voir. Que je ne suis qu'une domestique. Que toute gentillesse que vous me témoignez sera toujours interprétée de la pire manière possible. Et si je dis que votre compagnie est la seule chose qui rend cette maison supportable, alors vous seriez irresponsable, répondit-elle, parce que vous êtes un homme des montagnes et que je ne suis rien. Tu n'es pas rien, dit-il en faisant un pas en avant. Tu es intelligente, forte, résistante. Tu rends cette maison moins vide. Arrête, s'il te plaît, murmura Catherine, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas dire ces choses, car cela ne fera qu'empirer les choses. Tu as raison, dit finalement Lemeule. Je ne devrais pas, mais Hart n'obéit pas à la raison, Catherine. Avant qu'elle n'ait pu répondre, des pas résonnèrent. Madame Henderson apparut au coin du couloir. Je t'avais prévenu, siffla-t-elle plus tard, lorsqu'elles se retrouvèrent seules. Je t'avais prévenu que tu jouais avec le feu. La vengeance de Madame Henderson fut calculée et cruelle. 3 jours après la réunion, lorsque la maison eut retrouvé son rythme normal, elle appela Catherine dans son petit bureau à l'arrière. « J'ai une tâche spéciale à te confier, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Monsieur Donovan a demandé que la bibliothèque soit réorganisée. Tous les livres doivent être retirés des étagères, nettoyés et remis en ordre alphabétique. Tu commenceras demain matin et tu travailleras seul. Ce travail prendra au moins 10 jours. Catherine acquiesça avec méfiance, mais sans alternative. Oui, maman et Catherine. La gouvernante se pencha en avant. Monsieur Donovan utilisera la bibliothèque pour travailler pendant cette période. Tu dois rester absolument silencieuse et invisible. Compris. C'était un piège évident. Madame Henderson créait une situation dans laquelle Catherine serait obligée de passer de longues périodes dans la même pièce que Monsieur Donovan, alimentant inévitablement les rumeurs et donnant à la gouvernante davantage d'arguments pour la détruire. Mais Catherine n'avait pas le choix. Refuser serait un acte d'insubordination qui donnerait à Madame Henderson une justification légale pour la licencier. Le lendemain matin, elle commença le travail. La bibliothèque était immense, avec des étagères allant du sol au plafond, remplies de volumes en anglais, en français et même en latin. Beaucoup étaient anciens, avec des pages jaunies et des reliures usées par le temps. Le Meule arriva vers 9 heures, chargé de piles de documents. Il s'arrêta en voyant la surprise visible sur son visage. « Catherine, que faites-vous ici? »« Madame Henderson m'a demandé de réorganiser la bibliothèque, monsieur, » répondit-elle en gardant les yeux baissés. « Je m'excuse si cela vous dérange. Je peux revenir plus tard. »« Non, » l'interrompit-il rapidement. « Non, ça va. Continuez votre travail. Je ne remarquerai presque pas votre présence. » Mais il était impossible de ne pas la remarquer. La bibliothèque, bien que grande, semblait rétrécir avec leur présence à tous les deux. Catherine travaillait en silence, montant et descendant l'échelle portable pour atteindre les étagères les plus hautes, nettoyant chaque livre avec soin avant de le remettre à sa place.
Le mule essayait de se concentrer sur ses papiers, mais ses yeux se promenaient fréquemment dans sa direction. Il observait la façon dont elle manipulait les livres avec révérence, comment ses lèvres bougeaient silencieusement, lisant certains titres, comment une mèche de cheveux s'échappait de son bonnet et tombait sur son visage. C'est au 4e jour que le silence fut rompu. Catherine avait trouvé de magnifiques poèmes de Walt Whitman. « Feuilles d'herbe », dit le mule doucement. « Je veux entendre comment cela sonne avec ta voix. » Catherine ouvrit le livre et commença à lire. Quand elle eut terminé, elle avait les larmes aux yeux. « Ta ville minière te manque ?» demanda le mule. « Tous les jours, admit-elle. Mais mon père m'a vendu comme du bétail. Ce que je ressens n'est pas la nostalgie de mon vrai foyer, mais celle d'un foyer que j'aimerais voir exister. Mary disait que le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment. Elle t'aurait apprécié. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que Grace était derrière la porte, espionnant pour Madame Henderson. Cet après-midi-là, Madame Henderson convoqua une réunion avec le révérend Thomas. « Révérend, je dois vous parler d'une situation délicate impliquant M. Donovan et l'une des servantes. Une situation inappropriée. La servante est jeune et manipulatrice. Elle lit de la poésie avec lui. D'autres employés ont été témoins de conversations intimes. Le révérend pâlit. C'est très grave. Vous devez lui faire comprendre qu'il est séduit par une femme de mœurs légères. » Lorsque le révérend arriva, le mule était dans son bureau. « Nous devons parler de la domestique Catherine, » dit-il sans détour. « J'ai reçu des rapports troublants sur son comportement et votre proximité inappropriée. En tant que votre conseiller spirituel, je dois vous mettre en garde contre les dangers de vous impliquer avec quelqu'un d'une classe inférieure. » Le mule se leva lentement, une lueur dangereuse dans les yeux. « Vous en savez autant sur ma relation avec Catherine que sur l'aviation. C'est-à-dire rien. Vous ne pouvez pas laisser une domestique opportuniste ternir votre réputation. » « Opportuniste ?» La voix de le mule s'éleva. « Catherine travaille plus dur que quiconque. Elle a été vendue par sa propre famille et conserve néanmoins sa dignité. Elle est intelligente. Elle a un cœur sincère. Vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement. Cette fille vous a clairement ensorcelé. » Le mule frappa du poing sur la table. « Catherine ne m'a pas ensorcelé. Elle était simplement gentille. Elle me traitait comme un être humain, pas comme un tête. Si c'est un crime, alors toute la société est malade. Les gens parlent. Si vous continuez, il y aura des conséquences. Le commerce pourrait en souffrir. Alors qu'il en soit ainsi, » s'écria le mule. « J'en ai assez de cette hypocrisie. J'en ai assez de vivre selon les règles d'une société qui valorise plus les apparences que la vérité. » Catherine apprit la visite du révérend par Martha. « Quand le révérend s'en mêle, les choses deviennent sérieuses, » murmura Martha. Catherine sentit le poids de la situation peser sur elle. « Alors, je dois partir. » Cette nuit-là, elle prit sa décision. Elle sortit par la porte arrière, emportant seulement un petit baluchon. Il n'y avait pas de lune et l'obscurité était totale. Elle se mit en route vers la route principale. Elle avait marché pendant 2 heures lorsqu'elle entendit un cheval derrière elle. Lorsque Ryder mit pied à terre, Catherine reconnut la silhouette de le mule. « Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ton départ? »« Je dois partir, » dit Catherine, les larmes aux yeux. « Ma présence détruit tout pour toi. Et où vas-tu aller? Seul, sans argent, sans protection, je trouverai un moyen. »« Non, » dit-il en lui prenant fermement la main. « Je ne te laisserai pas te sacrifier pour moi. »« Tu ne comprends pas, » sanglota Catherine. « Je ne suis rien. Tu es un homme des montagnes. Tu as des terres, du pouvoir. Tu ne peux pas tout abandonner à cause de moi. Et si je te dis que tu es devenu plus important pour moi que n'importe quel titre ou propriété, ne dis pas ça, supplia-t-elle. Catherine, regarde-moi. Depuis la mort de Mary, je vis comme un fantôme, je me contente d'exister. Tu as redonné des couleurs à mon monde. Quand j'entends ta voix, quand je vois ta force, je me souviens de ce que c'est que d'être vivant. Mais cela ne suffit pas. Je suis fait ainsi. Tu es une femme de la montagne, et cette distance ne peut être franchie. Et si je construisais un pont? Le mule prit une profonde inspiration. Je peux changer ce que tu es maintenant. Je peux te libérer de ton contrat, te donner de l'argent pour vivre confortablement. Tout le monde penserait que je suis opportuniste. Tout le monde penserait la vérité, interrompit-il, que je tiens profondément à toi. Peut-être que ce sentiment se transformera en quelque chose de plus, quelque chose que ni toi ni moi ne pouvons nier. Tu dis que je ne veux pas.
que tu partes. Pour la première fois depuis la mort de Mary, je peux imaginer un avenir qui n'est pas seulement fait d'obligations vides. Un avenir où il y a à nouveau des rires, où il y a de l'espoir, où il y a de l'amour. Tu ne peux pas m'aimer, murmura Catherine. Ce n'est pas permis. Par qui? Par les révérendes qui prêchent l'égalité mais pratiquent la discrimination. Catherine, j'ai passé 7 ans à faire ce qu'on attendait de moi et je me sentais morte à l'intérieur chaque jour. Il la serra contre lui. Mais si j'accepte, dit-elle faiblement, tout le monde dira que je suis opportuniste. Laisse-les parler. Leur opinion ne nourrit pas mon cœur, n'apaise pas ma solitude, mais toi, oui. Juste par ton existence, tu le fais. Catherine ne pouvait plus retenir ses larmes. J'ai peur, admit-elle finalement. Peur de croire. Peur que ce soit un rêve. Alors ne te réveille pas. Le mule se pencha et ses lèvres effleurèrent doucement son front. Reste dans ce rêve avec moi. Et là, sur la route sombre sous un ciel étoilé, le mule et Catherine franchirent une ligne qui ne pouvait être effacée. Passe avec un baiser, pas encore, mais avec la promesse silencieuse qu'ils affronteraient ensemble tout ce qui se présenterait. Ils retournèrent ensemble au ranch. Quand ils arrivèrent aux portes, l'aube se levait. Là, attendant sous le porche principal, se trouvait Madame Henderson, l'air triomphant. « Monsieur Donovan, dit-elle d'une voix mielleuse, quel soulagement de vous voir revenir sain et sauf. » Catherine ne s'est pas enfuie. Elle est partie se promener et je l'ai accompagnée pour assurer sa sécurité. Une promenade au milieu de la nuit. La gouvernante ne cachait pas son scepticisme. « Je n'ai pas à vous expliquer mes faits et gestes, » répondit le mule d'une voix dure. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Le mule était devenu plus audacieux dans son attention. Il la cherchait ouvertement, conversait avec elle dans les couloirs. La première confrontation publique eut lieu 2 semaines plus tard, pendant le service dominical. Lorsque Catherine entra et se dirigea vers les bancs du fond, le mule se leva et marcha vers elle. « Asseyez-vous avec moi, » dit-il calmement mais fermement. Un silence absolu s'abattit sur la chapelle. « Monsieur, je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas approprié. C'est moi qui décide de ce qui est approprié sur ma propriété. » Le cœur battant à tout rompre, Catherine accepta sa main et le suivit jusqu'au premier banc. Le révérend Thomas, en entrant, s'arrêta brusquement. Son visage devint rouge de colère. Il choisit soigneusement son sermon. « Aujourd'hui, je vais parler de la tentation, » commença-t-il, « de la façon dont le diable utilise de beaux déguisements pour nous conduire au péché. » Après le service, les conséquences furent immédiates. Madame Victoria prit le mule à part. « Les gens parlent de vous, cette servante. Mon mari a reçu des questions de la part de commerçants qui se demandent s'il est prudent de continuer à faire affaire avec quelqu'un qui fait preuve d'un si mauvais jugement. »« Mon jugement est parfaitement intact, » répondit le mule froidement. « Ne vous y trompez pas, » dit-elle en plissant les yeux. « Vous dépendez toujours des relations commerciales. Si d'autres propriétaires décident que vous n'êtes plus digne de confiance, combien de temps pourrez-vous maintenir ce ranch en activité? » C'était une menace claire. Catherine avait été témoin de la conversation. « Cela va empirer, » dit-elle doucement. « Ils n'arrêteront pas tant que vous ne céderez pas ou que je ne partirai pas. Alors ils devront attendre longtemps, » répondit-il. La campagne contre Catherine s'intensifia insidieusement. Des lettres anonymes commencèrent à apparaître, laissées à des endroits où elle les trouverait à coup sûr. La première était sous son oreiller. « Pauvre, c'est ce que tu es. Tu vantes ton corps et ton âme pour une vie meilleure. Mais souviens-toi, ce qui monte vite redescend encore plus vite, et ta chute sera douloureuse. » La deuxième était pliée dans le tablier qu'elle utilisait pour travailler. « Monsieur Donovan est aveugle pour l'instant, mais bientôt, il verra qui tu es vraiment, une opportuniste sans scrupules. Et quand cela arrivera, tu retourneras dans le caniveau d'où tu viens. » La troisième était la pire. Elle était clouée à la porte de sa chambre, à la vue de tous les employés. « Quelle sorcière! Tu as jeté un sort à un homme bon et honnête, mais le mal est toujours puni. Fais attention où tu mets les pieds, car le diable attend de reprendre ce qui lui appartient. » Catherine arracha la lettre de la porte, les mains tremblantes de rage et d'humiliation. Elle savait qui était derrière tout cela. Madame Henderson, probablement avec l'aide de Grace, mais elle n'avait aucune preuve, et même si elle en avait eu, qui l'aurait cru contre la parole de la gouvernante? Le pire, c'est que les lettres faisaient leur effet. Chaque mot venimeux s'infiltrait dans son esprit,
alimentant les doutes qui s'y trouvaient déjà. Peut-être était-elle une opportuniste. Peut-être utilisait-elle la solitude de Lemuel à son propre avantage. Peut-être ne méritait-elle rien d'autre que le mépris que tout le monde éprouvait à son égard. C'est Martha qui la trouva en larmes à l'arrière de la maison. Les lettres étaient froissées dans ses mains. « Laisse-moi voir, dit la vieille servante en prenant doucement les papiers. Elle les lut avec une expression de plus en plus sombre. « C'est l'œuvre de Madame Henderson. Je reconnais son style. Peu importe qui les a écrites, sanglota Catherine. Ce qui importe, c'est que c'est vrai. Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas accepter l'attention de M. Donovan. Je détruis tout pour lui. »« Mon enfant, dit Martha en lui prenant fermement les mains, je travaille ici depuis 16 ans. Pendant 7 ans, il n'était qu'une coquille vide jusqu'à votre arrivée. Pour la première fois depuis la mort de Madame Mary, j'ai vu M. Donovan sourire sincèrement. Il est de nouveau vivant, Catherine. Alors soyez honnête avec lui, dit Martha. Parle-lui des lettres, de tes craintes. Cette nuit-là, Catherine alla trouver Lemuel dans son bureau. Elle posa les lettres froissées sur son bureau. J'en reçois tous les jours, il y en a de nouvelles. Lemuel les lut, le visage de plus en plus sombre. Qui fait cela? Je soupçonne Mme Henderson. Cela doit cesser. Je renverrai tous les employés si nécessaire. Non! Catherine s'avança. Cela ne fera que confirmer ce que tout le monde pense. Lemuel, je veux que tu comprennes. Ces lettres me font du mal. Elles me font tout remettre en question. Mais le pire, ce sont les conséquences que je vois pour vous. Vous perdez des clients, vos amis vous tournent le dos. Lemuel se tourna vers elle, le regard déterminé. Alors mettons fin à tout cela une fois pour toutes. Comment? Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. Épousez-moi, le monde s'arrêta. Quoi? Épousez-moi, répéta-t-il. Pas comme maîtresse, pas en secret, mais comme ma femme devant Dieu et toute la société. Qu'il voie que ce n'est pas un caprice, mais quelque chose de réel et de vrai. Tu es fou, murmura Catherine. Ce serait un suicide social. Aucun montagnard n'a jamais épousé une servante. Catherine, ces derniers mois m'ont appris quelque chose de fondamental. Toutes ces années après la mort de Mary, j'ai vécu pour remplir mes obligations, maintenir les apparences, et j'étais vide à l'intérieur, mort à tous les égards qui comptent. Il s'approcha d'elle. Mais tu m'as redonné la vie. Quand je te parle, quand je vois ta force, je me souviens de qui j'étais avant de devenir un simple titre. Je me souviens que je suis un homme avec un cœur, avec des rêves. Mais le prix, commença-t-elle, aucun prix n'est trop élevé pour revivre vraiment, dit-il avec conviction. Je sais que c'est rapide, mais je sais aussi que je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Catherine était paralysée. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Quelques jours. C'est trop important pour décider impulsivement. Je comprends. Mais pendant que vous réfléchissez, je veux que vous sachiez une chose. Je ne fais pas cela par pitié. Je le fais parce que je peux imaginer l'avenir. Et dans cet avenir, vous êtes à mes côtés. » Pendant ce temps, dans les couloirs sombres de la maison, un autre complot se tramait. Madame Henderson avait convoqué une réunion secrète avec les familles les plus influentes du territoire. Dans le salon de la maison du commerçant, sous prétexte d'un dîner mondain, elle sema les graines de sa vengeance finale. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix grave, je suis ici parce que j'ai une responsabilité morale que je ne peux ignorer. Monsieur Donovan, notre montagnard respecté, est sous l'influence de forces qu'il ne comprend pas entièrement. Parlez clairement, Madame Henderson, dit le traître. De quelle force parlez-vous? La servante Catherine. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Au cours de mes investigations, j'ai découvert qu'elle avait un passé douteux. Dans sa ville minière, des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle séduisait des hommes plus âgés et utilisait son apparence pour obtenir des faveurs. C'était un mensonge éhonté, mais Madame Henderson le racontait avec une telle conviction qu'il semblait vrai. Et maintenant, elle a planté ses griffes dans M. Donovan, un homme vulnérable encore en deuil, facilement manipulable par une jeune femme rusée. « C'est très grave, dit Madame Victoria en se penchant en avant. Si ce que vous dites est vrai, nous devons intervenir pour le bien de M. Donovan et pour le bien de toute notre communauté. » « Exactement, » répondit Madame Henderson avec un petit sourire triomphant. « C'est pourquoi je suggère que nous prenions des mesures drastiques. Nous devons immédiatement éloigner cette fille de la propriété, et si M. Donovan résiste, nous devons lui montrer qu'il y a des conséquences à défier les normes de notre société.
Le révérend Thomas, qui était également présent, acquiesça gravement. Je suis d'accord. Il s'agit de bien plus qu'un scandale personnel. C'est une attaque contre la structure même qui soutient notre civilisation. La hiérarchie, l'ordre établi par Dieu, est remise en question et nous ne pouvons pas laisser cela continuer. La délégation arriva à Pine Ridge 4 jours plus tard, composée de 8 personnes au total. Le révérend Thomas, trader et sa femme, 3 propriétaires fonciers et leurs épouses, ainsi que Mme Henderson comme guide. Le mule les reçut dans le salon principal, soupçonnant que cette visite n'était pas purement sociale. Le mule commença le révérend sans préambule. Nous sommes venus en tant qu'amis et voisins, préoccupés par votre bien-être et la réputation de notre communauté. Venez-en au fait, dit le mule froidement. Quel est le but de cette visite? Trader s'avança. La situation avec votre domestique est devenue intenable. Tout le territoire en parle. 4 de mes clients ont résilié leur contrat parce qu'ils ne veulent pas être associés à quelqu'un qui fait affaire avec vous. La banque hésite à renouveler votre crédit. Ils craignent que vous preniez des décisions émotionnelles qui pourraient compromettre vos finances. Vous êtes donc venu ici pour me dire comment vivre ma vie. Nous sommes venus vous proposer une solution, dit le révérend. Renvoyez cette fille dès aujourd'hui. Donnez-lui de l'argent si vous voulez. Mais chassez-la de votre maison et de votre vie. Faites cela et dans 6 mois, tout sera oublié. Et si je refuse, le silence était lourd de menaces. Finalement, le commerçant prit la parole. Alors nous serons obligés de prendre des mesures. Un boycott commercial total. Aucun d'entre nous ne fera affaire avec vous. Vous me menacez, dit le mule d'une voix dangereusement basse. Nous essayons de vous sauver de vous-même, corrigea Mme Victoria. Nous comprenons que la solitude peut pousser un homme à prendre des décisions irrationnelles, mais il y a des limites à ce que la société peut tolérer. Catherine avait tout entendu. Cachée dans le petit couloir, elle avait été témoin de chaque mot, de chaque menace, et à ce moment-là, elle prit sa décision. Avant que le mule n'ait pu répondre, elle entra dans le salon. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix ferme, je m'excuse de vous interrompre, mais cela me concerne, je dois donc prendre la parole. Pour qui vous prenez-vous pour interrompre la conversation de vos supérieurs? » siffla Mme Henderson. « Je sais exactement qui je suis, » répondit Catherine. « Je suis une fille perdue, vendue par sa propre famille. Et c'est exactement pour cela que je pars. » Le mule s'avança, alarmé. « Catherine, non. Laissez-moi finir, je vous prie. » Elle se tourna vers les visiteurs. « Vous avez raison. Ma présence ici cause des problèmes à M. Donovan. Il a été gentil avec moi et je l'ai remercié en lui apportant scandale et menaces. Elle pouvait voir le triomphe sur les visages des visiteurs, mais elle n'avait pas fini. Cependant, avant de partir, je veux que vous sachiez quelque chose. Lemuel Donovan est l'homme le plus honorable que j'ai jamais rencontré. Au cours de tous ces mois, il ne m'a jamais traité sans respect. Il m'a traité comme un être humain, avec dignité et respect. Si c'est ce que vous appelez un scandale, alors le problème ne vient pas de lui, mais de vous. Le silence était absolu. Vous parlez d'une hiérarchie établie par Dieu. Mais je me demande quel Dieu que je connais nous a enseigné que nous sommes tous égaux devant lui. Ce pauvre homme vaut autant que le riche. Mais vous ne voulez pas d'amour. Vous ne voulez que le pouvoir de le contrôle. Comment osez-vous? S'écria le révérend, le visage rouge de rage. Je ne donne pas de leçons, répondit Catherine calmement. Je ne fais que souligner l'hypocrisie. Vous prêchez la charité, mais vous pratiquez la cruauté. Vous prêchez l'amour, mais vous venez ici aujourd'hui avec des menaces. Madame Victoria se leva, indignée. C'est scandaleux, le mule. Allez-vous permettre à cette créature de nous insulter? Le mule s'approcha de Catherine et, lorsqu'il prit la parole, sa voix résonna avec une autorité absolue. Elle a raison dans tout ce qu'elle a dit, et j'ai honte d'avoir mis autant de temps à voir la vérité qu'elle vient de révéler. Il regarda chaque visiteur dans les yeux. Vous êtes venu ici en feignant de vous soucier de mon bien-être, mais tout ce que vous voulez vraiment, c'est maintenir le statu quo. Il prit la main de Catherine, entrelaçant ses doigts avec les siens. Cette femme m'a appris que la dignité ne vient pas d'un titre. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres. Et elle a plus de dignité dans son petit doigt que vous tous réunis. Le scandale se lisait sur les visages des visiteurs. Plusieurs ont poussé des cris étouffés. « Alors tu l'as choisi plutôt que tout le reste? »
demanda le révérend d'une voix tremblante de rage. Je choisis d'être honnête avec moi-même. Je choisis de vivre plutôt que de simplement exister. Et si cela signifie perdre des affaires ou des amis qui ne m'appréciaient que pour mon titre, alors ce n'étaient pas vraiment des amis au départ. Le négociant se leva, suivi par les autres. Qu'il en soit ainsi. À partir de maintenant, tu es seul, le moule. Plus de crédit, plus de partenaires commerciaux, plus de place dans notre société. J'espère qu'elle en vaut la peine. Oui, répondit le mule sans hésiter. Elle vaut toutes les conséquences qui en découlent. Après le départ des visiteurs, un lourd silence s'abattit sur la maison. Catherine et le mule restèrent dans le salon, toujours main dans la main. Tu n'avais pas besoin de faire ça, dit-elle finalement. J'étais prête à partir, mais je n'étais pas prête à te laisser partir, répondit-il. Catherine, quand je t'ai vue entrer dans ce salon, quand je t'ai entendu défendre non seulement toi-même, mais aussi les principes auxquels je crois, j'ai su que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je te laissais partir. Mais ce qu'ils ont dit n'est pas une menace en l'air. Je sais. Il la serra contre lui. Et je ne vais pas te mentir en te disant qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais je sais aussi que je suis doué dans ce que je fais. Ces ranchs est prospère parce que je travaille dur, pas parce que j'ai des amis puissants. Ta demande, dit-elle doucement, en mariage est-elle toujours valable? Le cœur de Lemule se mit à battre à toute vitesse. Oui, elle le sera toujours. Alors ma réponse est oui. Les larmes finirent par couler, mais c'étaient des larmes de soulagement. Oui, je t'épouserai, non pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que quand je te regarde, je vois le genre d'homme que je veux à mes côtés. Le meule la serra dans ses bras avec une tendresse désespérée. Pour la première fois depuis la mort de Mary, il s'autorisa à ressentir pleinement la douleur, oui, mais aussi la joie, la peur, mais aussi l'espoir et surtout l'amour. Les jours suivants furent consacrés à une planification intense. Le mule rassembla les employés qui lui étaient restés fidèles et leur expliqua honnêtement la situation. Vous avez le droit de savoir que des temps difficiles s'annoncent. Il leur dit que les autres propriétaires allaient essayer de les isoler. À sa grande surprise, personne ne voulut partir. Martha parla au nom du groupe. Nous avons vu que vous traitez tout le monde de manière équitable. Nous ne vous abandonnerons pas maintenant simplement parce qu'il a choisi de suivre son cœur. Madame Henderson joua finalement sa dernière carte, exigeant une compensation pour environnement de travail hostile. C'était du pur chantage. Le mule savait qu'une bataille juridique serait coûteuse et destructrice. Il a accepté la moitié de ses demandes juste pour se débarrasser de sa malveillance. 4 semaines plus tard, par un matin gris d'août, Lemu et Catherine se sont rendus dans la ville voisine. Là, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile simple au palais de justice. Catherine portait une simple robe en coton bleu que Martha avait aidé à coudre. Le juge a officié avec une expression neutre et les a déclarés mari et femme devant la loi. Vous pouvez embrasser la mariée, a déclaré le juge sans émotion. Le mule a regardé Catherine et à ce moment-là, tout le reste a disparu. Il s'est penché et l'a embrassée doucement. C'était leur premier baiser, gardé pour ce moment sacré. Lorsque leurs lèvres se sont touchées, Catherine a eu l'impression que tous les morceaux brisés de sa vie se remettaient enfin en place. À leur arrivée au ranch, une surprise les attendait. Les employés qui étaient restés fidèles avaient décoré l'entrée principale avec des fleurs sauvages et des rubans. « Bienvenue, monsieur et madame Donovan », dit Martha avec un sourire sincère. Mais la fête fut de courte durée. La nouvelle du mariage se répandit comme une traînée de poudre. La réaction fut pire que ce que tout le monde avait imaginé. Le révérend Thomas publia une lettre ouverte condamnant le mariage comme une union profane. Il déclara le mule excommunié. Les autres propriétaires intensifièrent leur boycott. La banque exigea le remboursement immédiat de tous les prêts. « Nous avons 4 mois avant qu'ils ne puissent saisir le ranch », expliqua le mule à Catherine un soir. « Y a-t-il une solution ?» demanda-t-elle. « Je n'en vois qu'une. Nous devons vendre directement aux acheteurs de Denver, sans intermédiaire. »« Alors c'est ce que nous ferons, » dit Catherine avec détermination. « Nous irons ensemble à Denver. » Ils partirent pour Denver 2 semaines plus tard. Le voyage de 4 jours fut pénible, mais révélateur. Loin du ranch, ils n'étaient plus qu'un couple et commencèrent à se découvrir d'une manière que leur environnement oppressant ne leur avait jamais permis. À Denver, la réalité était différente. Ici, le scandale n'était qu'une histoire parmi tant d'autres. La ville regorgeait de gens qui se mélangeaient d'une manière inimaginable,
dans la société rurale conservatrice. Lemuel utilisa ses quelques contacts professionnels restants pour organiser des réunions avec des importateurs et des commerçants dans la capitale animée. Les premières réunions furent des désastres complets qui les laissèrent tous deux épuisés émotionnellement et se demandant s'ils n'avaient pas commis une terrible erreur en venant si loin de chez eux. Dès qu'il mentionnait le nom de son ranch, il voyait immédiatement la reconnaissance apparaître dans les yeux de ses interlocuteurs, suivi rapidement par le jugement et le dégoût. « Êtes-vous l'homme des montagnes qui a causé cette affaire scandaleuse ?» murmurait-il, et les portes se fermaient littéralement devant eux avant même qu'ils aient pu présenter leurs échantillons de produits soigneusement préparés. C'est Catherine, avec sa compréhension aiguë de la nature humaine et sa sagesse pratique acquise à travers les épreuves, qui suggéra une approche radicalement différente, qui allait finalement tout changer. « Cessez complètement d'utiliser votre titre, » dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans leur modeste chambre, passant en revue les refus décevants de la journée et essayant de garder espoir. Ici, à Denver, personne ne se soucie vraiment de savoir si vous êtes un montagnard ou un simple fermier qui essaie de gagner honnêtement sa vie. Ce qui compte vraiment, c'est que vous ayez un produit de qualité supérieure et que vous puissiez offrir un prix raisonnable. Présentez-vous simplement comme Lemuel Donovan, producteur de café de la région de Pine Ridge. Laissez la qualité exceptionnelle de notre café parler d'elle-même au lieu de laisser les préjugés et les ragots vous fermer des portes avant même qu'ils aient pu goûter ce que nous proposons. Cette suggestion était pour le moins radicale pour un homme qui avait été élevé depuis sa naissance dans la conviction que son titre héréditaire était un élément essentiel de son identité. Mais Catherine avait tout à fait raison. Le titre qui lui avait autrefois ouvert des portes lui fermait désormais celle-ci avant même qu'il ait pu parler. Lors de sa prochaine réunion cruciale avec un importateur allemand d'âge mûr nommé Klaus Schmidt, Lemuel suivit à la lettre les sages conseils de Catherine. « Monsieur Schmidt, merci beaucoup de m'accorder un peu de votre temps. Je m'appelle Lemuel Donovan, je suis producteur de café dans la région de Pine Ridge, dans le Colorado. J'aimerais beaucoup discuter d'un éventuel partenariat commercial qui, je pense, pourrait être bénéfique pour nous deux. » L'importateur, qui n'avait manifestement pas entendu les ragots malveillants qui circulaient en interne, ou qui se moquait tout simplement des scandales territoriaux lointains, examina les échantillons de café avec l'attention et l'expertise professionnelle d'un homme qui avait passé des décennies dans le métier. Il testa l'arôme, examina la couleur et la consistance de la mouture, puis goûta enfin le café avec la minutie d'un véritable connaisseur. Une qualité exceptionnelle, a-t-il finalement déclaré, son anglais teinté d'accent reflétant une approbation sincère. Des grains très bien sélectionnés, une technique de torréfaction parfaite, une excellente préparation. Le profil aromatique est complexe, mais équilibré. Quelle quantité pouvez-vous fournir de manière fiable? Et quelle serait votre structure de prix? Cette réunion décisive a été la première d'une série de succès remarquables qui ont dépassé leurs espérances les plus folles. Au cours de 4 semaines intenses à Denver, Lemuel, qui se considérait désormais simplement comme Lemuel plutôt que comme un montagnard titré, a conclu des contrats lucratifs avec 4 importateurs différents. Si les montants individuels n'étaient pas énormes, ils étaient collectivement plus que suffisants pour rembourser les dettes bancaires menaçantes et permettre au ranch de continuer à fonctionner sans heurts. Mais plus important encore que le soulagement financier immédiat, ils ont tous deux appris des leçons inestimables sur les affaires, l'adaptabilité et leurs propres capacités. Loin de la rigidité étouffante de sa classe sociale traditionnelle, Lemuel découvrit qu'il était bien plus capable et adaptable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et Catherine se révéla avoir un talent tout à fait naturel pour les relations commerciales, posant des questions pertinentes qui allaient droit au cœur des problèmes, remarquant des détails cruciaux que Lemuel avait complètement manqués et établissant de véritables relations personnelles avec des personnes qui auraient normalement été ignorées ou rejetées par quelqu'un de son ancien statut social. Lorsqu'ils retournèrent au ranch, c'était début novembre. La propriété semblait inchangée de l'extérieur, mais quelque chose avait changé. L'absence de Mme Henderson avait permis à une atmosphère plus légère de s'installer. Martha avait pris en charge l'administration de la maison avec efficacité, mais aussi avec gentillesse. Les employés les accueillirent avec un soulagement sincère. Le retour du maître et de sa nouvelle épouse avec de bonnes nouvelles était un motif de réjouissance. Ce soir-là, Lemuel convoqua tous les employés pour une réunion dans le salon principal. «
Je tiens à remercier tous ceux qui sont restés fidèles pendant ces moments difficiles, commença-t-il. 2 années passèrent comme un rêve, rempli de travail acharné et de défis constants, mais aussi d'une croissance sans précédent. Le Ranch Pinner Ridge avait non seulement survécu au boycott dévastateur orchestré par l'élite territoriale, mais il avait prospéré malgré tous les obstacles placés sur son chemin. Les contrats avec les importateurs de Denver dépassèrent les attentes les plus folles de Lemuel. Il avait investi chaque dollar disponible dans l'amélioration des techniques de culture, et la qualité de son café fut reconnue dans toute la région des Rocheuses. Les récompenses obtenues lors des salons professionnels ont attiré un flux constant de nouveaux clients, et peu à peu, d'autres petits producteurs, qui se sentaient également étouffés par le contrôle autoritaire des éleveurs traditionnels, ont commencé à le solliciter. Ils ont formé un nouveau réseau commercial indépendant qui a remis en question les anciennes méthodes monopolistiques. Ce qui avait commencé comme la révolte d'un homme par amour était devenu un mouvement d'indépendance économique. Catherine s'était transformée d'une manière qu'elle-même avait du mal à reconnaître lorsqu'elle se regardait dans le miroir chaque matin. Elle n'était plus la jeune femme effrayée et vendue par sa propre famille comme un animal de bétail. Elle était Lim Donovan, une administratrice compétente, l'égale de son mari dans les affaires et une ardente défenseuse des droits des travailleurs du ranch. Elle avait mis en œuvre des changements radicaux qui avaient choqué la communauté conservatrice. Une école pour les enfants des employés où ils apprenaient à lire et à écrire. Des salaires plus équitables qui permettaient aux familles d'économiser de l'argent. De meilleurs logements qui traitaient les travailleurs comme des êtres humains dignes de respect. Et curieusement, ces changements progressistes n'ont pas diminué les profits du ranch comme l'avaient prédit les critiques. Ils les ont considérablement améliorés. Les travailleurs satisfaits étaient plus productifs, plus loyaux, plus investis dans le succès du ranch. Les familles qui se sentaient valorisées travaillaient plus dur que celles qui étaient motivées par la peur. C'était un concept radical que d'autres éleveurs avant-gardistes ont commencé à adopter discrètement. La relation entre Catherine et Lemuel s'était également épanouie, comme les fleurs sauvages qu'elle continuait à cultiver dans son jardin. Ce qui avait commencé comme une attirance interdite née d'une solitude et d'une douleur mutuelle s'était transformé en un amour sincère et profond qui les avait soutenus à travers toutes les tempêtes. Ils travaillaient côte à côte pendant les longues journées, partageaient non seulement le même lit la nuit, mais aussi leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs et leurs projets d'avenir. Ils construisaient ensemble à partir de rien, armés uniquement de leur courage et de leur détermination. Au printemps de leur 2e année de mariage, Catherine découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle leur apporta une joie immense mêlée d'une appréhension naturelle. Lemuel ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la dernière fois où sa bien-aimée Mary était morte en donnant naissance à leur enfant mort-né. Ces souvenirs hantaient ses rêves, et Catherine le trouvait souvent réveillé, les yeux fixés au plafond, perdu dans son chagrin. « Tout ira bien, disait-elle en tenant ses mains tremblantes dans les siennes. Je ne suis pas Mary, mon amour. C'est une histoire différente, avec une fin différente. Notre enfant naîtra en bonne santé et forte, et je serai là pour l'élever à tes côtés. » Et sa confiance inébranlable s'avéra prophétique. En janvier de leur 3e année ensemble, par un après-midi magnifiquement ensoleillé, alors que la neige scintillait comme des diamants sur les sommets des montagnes, Catherine donna naissance à une fille en parfaite santé. Ils la nommèrent Mary Hope. Mary en mémoire de la femme qui l'avait précédée et en espérance d'un avenir radieux qu'ils construisaient ensemble à partir des cendres de leur chagrin passé. Le baptême du bébé fut célébré par un jeune révérend progressiste d'une paroisse de Denver, un homme qui se moquait des scandales de classe et croyait sincèrement que l'amour était toujours sacré, quelle que soit son origine. Il n'y eut ni grande fête ni cérémonie élaborée, juste une simple réunion avec les fidèles employés qui étaient devenus comme une famille, quelques nouveaux amis de Denver qui valorisaient le caractère plutôt que le pedigree, et le sentiment profond qu'après tant de luttes et de sacrifices, ils avaient enfin construit quelque chose qui leur appartenait de manière inébranlable. 6 longues années s'étaient écoulées depuis ce matin gris où Catherine était arrivée pour la première fois à Pine Ridge Ranch Gates, n'apportant avec elle qu'un petit baluchon et un cœur brisé par la trahison. Aujourd'hui, par un matin d'été radieux, elle se tenait sous le large porche de la maison, sa maison, regardant sa fille précoce de 5 ans jouer dans les jardins qui avaient poussé à partir des graines de fleurs sauvages
qu'elle avait autrefois planté dans un espoir secret. L'enfant avait hérité des yeux noirs pénétrants de son père et des cheveux bruns riches de sa mère. Mais surtout, elle avait un sourire radieux qui illuminait tout autour d'elle et la confiance naturelle de quelqu'un qui avait grandi entouré d'un amour inconditionnel et d'une sécurité inébranlable. Elle ne connaîtrait jamais la peur d'être vendue, d'être considérée comme sans valeur, d'être jugée sur les circonstances de sa naissance plutôt que sur son caractère. Le Ranch Pinner Ridge était devenu bien plus qu'une entreprise prospère. Il était devenu un puissant symbole de possibilités dans une région connue pour ses hiérarchies sociales rigides. D'autres propriétaires progressistes avaient commencé à suivre leur exemple révolutionnaire, traitant les travailleurs avec un respect sincère, leur versant des salaires qui leur permettaient de vivre dans la dignité et d'épargner, investissant dans l'éducation et dans de meilleures conditions de vie. Le changement était lent, comme toujours, mais il était indéniablement réel et se propageait comme des ondulations à la surface d'une eau calme. Le boycott vicieux des éleveurs traditionnels finit par prendre fin, non pas parce qu'ils avaient changé d'avis au sujet du mariage scandaleux de Lemule, mais parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'ignorer son remarquable succès commercial. Certains ravalèrent même leur fierté et tentèrent de se rapprocher de lui avec des propositions commerciales. Mais Lemule maintint une distance polie mais ferme. Il avait appris à ses dépens qui étaient ses vrais amis et il privilégiait l'authenticité à la commodité. Le révérend Thomas n'avait jamais rétracté son excommunication sévère, mais cela n'avait plus d'importance pour Catherine ou Lemule depuis longtemps. Ils avaient trouvé leur propre spiritualité profonde, enracinée dans l'amour et le service plutôt que dans le jugement et la condamnation, une spiritualité qui ne nécessitait pas l'approbation d'hommes qui prêchaient l'amour le dimanche, mais pratiquaient la haine le reste de la semaine. Ce matin-là, alors que le soleil doré peignait les montagnes de nuances d'ambre et de rose, Lemule sortit de la maison et enlaça Catherine par derrière de ses bras puissants, posant son menton sur son épaule, tandis qu'ils regardaient tous deux leur fille courir après les papillons dans le jardin fleuri en riant de bon cœur. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, son souffle chaud contre son oreille. « À quel point tout a changé » répondit-elle en s'appuyant contre son torse solide. « Il y a 6 ans, j'étais une jeune fille terrifiée, vendue comme du bétail au marché. Je n'avais aucun espoir, aucun avenir, aucune raison de croire que demain serait autre chose qu'un autre jour de survie. Et maintenant, regarde-moi. Regarde-nous. Regarde ce que nous avons construit ensemble. Et c'est toi qui as construit tout cela, dit-il fermement en la serrant dans ses bras. Ton incroyable courage, ta force inébranlable, ton refus d'accepter le destin cruel qu'ils ont essayé de t'imposer. Tu n'as pas seulement changé ta propre vie, tu as aussi complètement transformé la mienne. Tu m'as sauvé d'une existence qui n'était rien d'autre qu'une succession d'actes vides de sens. Catherine se retourna dans son étreinte amoureuse pour le regarder directement, voyant son propre émerveillement se refléter dans ses yeux. Nous nous sommes sauvés mutuellement et avons créé quelque chose d'entièrement nouveau, dit-elle avec une conviction tranquille. Quelque chose qui ne suit pas les anciennes règles cruelles, mais qui en crée de meilleures, basées sur l'amour et le respect, et sur l'idée radicale que tous les êtres humains ont de la valeur. Mary Hope accourut alors vers eux, les joues roses et rougies par l'exercice et l'excitation, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait soigneusement cueillies. « Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé. Elles sont aussi belles que toi, maman. » Catherine se baissa pour recevoir ce précieux cadeau, enveloppant sa fille dans une étreinte tendre qui semblait englober tout l'amour et la gratitude de son cœur comblé. Cet enfant bien-aimé ne saurait jamais ce que signifiait être vendu, être considéré comme inférieur, être jugé pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Elle grandirait avec la certitude absolue que sa valeur venait de qui elle était en tant que personne, et non de l'endroit où elle était née ou de qui étaient ses parents. Et à ce moment parfait, sous le soleil chaud qui brillait sur elle comme une bénédiction, avec le rire musical de sa fille remplissant ses bras et l'amour constant de son mari les entourant toutes les deux, Catherine se permit enfin de croire complètement et sans réserve. Elle croyait que l'histoire apparemment impossible de la servante qui avait conquis le cœur de l'homme des montagnes n'était pas seulement un beau conte de fées raconté pour divertir les enfants, mais une réalité durement acquise qu'ils avaient courageusement construite ensemble, brique par brique, choix courageux après choix courageux,
au fil d'années de lutte et de sacrifice et d'une foi inébranlable dans le pouvoir transformateur du véritable amour. La fin de leur histoire remarquable n'était pas parfaite, contrairement aux contes de fées qui se terminent généralement par «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Il restait encore des défis importants à relever, des gens bornés qui désapprouvaient leur union non conventionnelle. Il y avait encore des moments difficiles où le poids du jugement de la société semblait presque écrasant. Les pressions économiques liées à la gestion d'un ranch indépendant dans un environnement hostile n'ont jamais complètement disparu. Et il y avait des périodes où l'argent était rare et où l'avenir semblait incertain. Mais c'était une fin honnête, qu'ils avaient tous deux mérité grâce à des années de courage, de sacrifice et de détermination inébranlable à construire quelque chose de mieux que ce que leur avaient donné leur naissance et les circonstances. C'était une fin fondée sur le respect mutuel, l'amour sincère et la conviction révolutionnaire que deux personnes issues de mondes complètement différents pouvaient créer ensemble un nouveau monde, régi par des règles meilleures, plus justes et plus humaines que les hiérarchies rigides qu'ils avaient tous deux connues auparavant. Leur histoire d'amour est devenue une lueur d'espoir pour d'autres personnes prises au piège dans des circonstances similaires à travers le territoire. Le bruit s'est discrètement répandu parmi les domestiques et les ouvriers qu'il existait un endroit où les gens étaient appréciés pour leur personnalité plutôt que pour leur naissance. Un endroit où le travail acharné et la loyauté étaient récompensés par un traitement équitable et un respect sincère, où l'amour avait bel et bien vaincu les barrières apparemment insurmontables de la classe sociale et des conventions sociales. Si cette histoire profondément émouvante de courage, d'amour véritable et de lutte courageuse contre les préjugés et l'injustice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures histoires. Si le courage de Catherine vous a inspiré, écrivez «Courage» dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que vous étiez là jusqu'au dernier mot. Merci de nous avoir écoutés de tout votre cœur. Votre soutien et votre engagement continu nous aident à continuer à vous proposer des histoires qui célèbrent l'incroyable force de l'esprit humain et prouvent à maintes reprises que l'amour véritable peut vraiment surmonter n'importe quel obstacle, aussi insurmontable soit-il. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui et rendez-vous pour la prochaine histoire inspirante.